Il n'y a aucune comparaison entre le Parti communiste et le Front national, puisque le Front national, il se renforce dans le vide organisationnel. Souvent, on a l'image que d'anciens communistes sont devenus des militants ou des électeurs du Front national. Toutes les études montrent bien qu'on est dans les mêmes territoires, tout simplement parce que ce sont des territoires populaires, mais que ce ne sont pas les mêmes classes populaires qui sont passées du Parti communiste au Front national, puisque en général, donc ça a commencé dans les années 80, ce sont plutôt des ouvriers qui votaient à droite, qui se sont radicalisés et qui ont voté Front national. Et les ouvriers communistes, eux, se sont plutôt abstenus quand ils ont commencé à arrêter de voter et à être déçus par rapport au Parti communiste, et notamment par rapport à sa participation au gouvernement, donc en 81 et ensuite en 97. Le fait d'être militant communiste ou d'être même dans une famille communiste ou d'être à la CGT, c'est un frein au vote pour le Front national. Julien Michy, bonjour. Donc tu es politiste, mais aussi sociologue et historien, et tes travaux portent sur le militantisme politique, notamment au sein du PCF, mais aussi sur le syndicalisme, et plus généralement sur les classes populaires, et particulièrement les fractions des classes populaires au sein des mondes ruraux. Tu es reconnu comme un spécialiste du PCF, donc tu as fait une vaste socio-histoire dans le communisme des armées en 2014, et plus récemment dans le Parti des communistes en 2020. Donc je vais te laisser ajouter quelque chose si tu as quelque chose à ajouter à cette petite présentation, et puis peut-être nous parler aussi dans un premier temps de ton rapport à l'objet, pour savoir d'où tu parles en tant que sociologue et comment tu es arrivé à ces objets de recherche, donc autant le communisme que le syndicalisme, que le monde ouvrier, les mondes ruraux, tout ça. En tout cas, déjà, merci pour l'invitation. Effectivement, peut-être que je peux dire deux mots sur d'où je parle, parce que souvent il y a un lien entre le parcours biographique du chercheur et puis non seulement les objets de recherche, mais même la manière, je pense, avec laquelle il travaille. Et donc, en fait, moi, j'ai longtemps vécu dans un village en Lorraine. C'est-à-dire que jusqu'au lycée, j'étais dans un petit village de 50 habitants en Lorraine. Et par mes parents, en fait, je suis originaire de deux régions industrielles à la fois en Lorraine, donc près de Longwy. Et après, en fait, par les parcours de vie, je me suis retrouvé pour le lycée à Saint-Nazaire, qui est aussi une grosse ville industrielle de l'autre côté. Et donc il y a eu déjà une connaissance par les différents lieux que j'ai fréquentés et par des origines. Donc mes grands-parents étaient ouvriers en Lorraine. Et donc il y a eu un lien fort de ce côté-là. Et peut-être donc sur les questions, sur les sensibilités politiques, donc moi j'ai été élevé par des parents qui avaient plutôt une culture communisante, mais qui n'étaient plus vraiment militants lorsqu'ils m'ont éduqué, puisqu'en fait ils étaient plutôt militants lorsqu'ils étaient jeunes, très, très jeunes. Et puis après, donc, quand on était dans ce village en Lorraine, il n'y avait plus de cellules, il n'y avait plus d'organisation, mais j'ai quand même eu une sensibilité communiste pour faire simple. Et moi j'ai assez peu milité, mais j'ai surtout milité quand j'étais au lycée. Et j'ai milité du côté de ce qu'on peut appeler un communisme non orthodoxe, puisque j'étais dans la suite des comités Juquin qu'il y avait, donc c'était en 88 lors de l'élection présidentielle. En fait, il y avait donc Pierre Juquin était un dirigeant communiste qui avait été exclu du parti et qui se présentait avec le soutien de la Ligue communiste et de tout un ensemble d'organisations, alors il y avait un candidat du Parti communiste qui était André Lajouani au moment-là. Donc en gros, il était soutenu par des écologistes et des communistes hors du parti. Et c'est là que j'ai commencé à militer. J'ai milité ensuite après aux Jeunesses communistes révolutionnaires et aux Jeunesses communistes tout court. Et j'ai arrêté de militer lorsque le Parti communiste est devenu mon objet de recherche. Lorsque j'ai commencé ma thèse en 96, 95-96, j'ai arrêté de militer, mais en fait je militais quand même assez peu, puisque là ça devenait un objet de recherche. Et même si j'ai toujours cette sensibilité, c'est quand même beaucoup mieux et plus confortable d'avoir aucun lien avec l'organisation et ne pas être engagé dans l'organisation, puisque effectivement ce sont des postures assez différentes. Donc on parle toujours d'une certaine sensibilité politique, moi qui est plutôt donc très à gauche, mais son lien direct avec l'organisation. C'est bien parce que ça permet de comprendre d'où tu parles et t'as jamais eu de mal du coup à faire la part des choses en tant que sociologue et t'as même pris le parti d'arrêter de militer d'une certaine façon. Oui, t'as pas eu de mal à faire la part des choses du coup. Si, des fois c'est compliqué parce qu'en fait la position du chercheur est beaucoup plus confortable, puisque les enjeux qui se posent à lui, c'est les enjeux de connaissance et de mieux comprendre. Et en même temps, la sensibilité militante fait qu'on a envie que ça soit utile.
Et donc la restitution aux militants et comment c'est approprié par les militants, ça peut être assez compliqué. Puisque par exemple, mes travaux peuvent être utilisés aussi contre le Parti communiste en disant que vous voyez bien que c'est un parti qui est sans bourgeoise, c'est un parti qui a perdu une certaine authenticité. Alors que moi, le but, c'est que ça aide surtout les militants et pas les anticommunistes pour faire simple. Et donc j'ai quand même eu, donc c'est assez rare, mais j'ai eu des moments de tension où mes recherches sont mobilisées même par l'extrême droite en disant nous on se revendique d'un véritable lien à la classe ouvrière alors que ça a été trahi du côté communiste. Donc il y a quand même des moments de tension où moi je veux que ça serve pour la connaissance et dans le monde académique, mais que d'un point de vue politique, ça serve les militants et les militants de gauche. Et donc il y a quand même, voilà, il faut toujours travailler à ce que la restitution et la diffusion se fassent dans un cadre qu'on maîtrise un peu. Ouais, c'est honnête de le présenter de cette façon, en tout cas, parce que tout le monde n'a pas l'honnêteté de le faire, je pense. Bon, on reviendra après sur le rapport que le Parti communiste peut avoir à tes travaux, et au final, est-ce qu'ils en ont tiré enfin voilà, est-ce qu'ils ont tiré quelque chose de tes travaux, des conclusions, quoi. J'aimerais te demander dans un premier temps, vu que moi aussi je travaille sur les classes populaires rurales et leur rapport à la politique. Moi, quand je suis arrivé dans le monde universitaire, et quand j'ai présenté certains projets de thèse, on m'a parfois objecté que tout avait été dit sur les ouvriers et qu'au final les ouvriers n'existaient plus, les mondes ruraux non plus, et que tout n'était que moyennisation et urbanisation. Donc je vais te poser quand même la question, est-ce que c'est pas anachronique de travailler sur les ouvriers, sur les mondes ruraux et sur le communisme au XXIe siècle? Alors, c'est vrai que, bah, surtout, voilà, je pense que maintenant c'est moins vrai, mais surtout dans les années 90 où c'était assez difficile parce qu'on était, voilà, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une considération générale sur le déclin et sur l'inexistence de ces mondes ouvriers. Donc, à mon sens, c'est toujours actuel puisqu'il y a continuellement des recompositions et des recompositions depuis le 19e siècle. Et on a surtout été focalisé par une forme spécifique qui est la classe ouvrière structurée dans la grande industrie. En gros, c'est de l'entre-deux-guerres aux années 70. Et effectivement, de ce côté-là, il y a une fragilisation, un éclatement et un déclin. Mais en fait, auparavant, c'était déjà très, très divers et les figures ouvrières ou populaires du passé, elles ne correspondaient pas à cette image-là. Donc il faut, je pense, plutôt raisonner en termes de recomposition. Et les mondes ouvriers se recomposent continuellement. Avant, il y avait un lien très fort avec, avec le monde de l'artisanat. Aujourd'hui, on retombe un peu sur ça avec les auto-entrepreneurs, c'est-à-dire que la fracture entre indépendants et salariés est de plus en plus faible, la frontière. Et auparavant, en fait, pendant la Commune de Paris, c'était le cas aussi. C'est-à-dire que les militants ouvriers étaient des militants qui étaient ouvriers à leur compte, en fait, qui étaient plutôt artisans et propriétaires. Donc en réalité, il y a des recompositions continuelles, même si cette classe ouvrière industrielle, effectivement, elle s'est fortement effritée depuis les années 60 et 70. Et je pense aussi qu'il y a eu, qu'on a l'impression, voilà, qu'il y a cette invisibilisation puisque dans les mondes intellectuels, donc ceux qui produisent les représentations dominantes de la société, il y a de moins en moins de liens avec ces milieux. Avant, il y avait plus de liens par l'engagement de politique, et notamment, donc on y reviendra, dans l'engagement du communisme. En réalité, c'était un engagement qui permettait à des intellectuels et des ouvriers de se fréquenter, et ces lieux de mixité sont beaucoup plus faibles. Et il y a eu aussi une concentration des élites intellectuelles dans les grandes métropoles urbaines, une ségrégation socio-spatiale de plus en plus forte, qui fait que les bourgeois vivent plutôt entre eux, et donc les universitaires, les écrivains, les journalistes vivent surtout dans les très grandes villes, et surtout à Paris. Et donc ils fréquentent des figures populaires très spécifiques, et donc il y a toute une réalité ouvrière qu'ils ne voient plus. Donc c'est pour ça que même à l'université, on a eu tendance à considérer que ces mondes-là avaient disparu parce que simplement on les fréquentait moins. Mhm. On va revenir, dans un second temps sur les évolutions et les recompositions actuelles de la classe ouvrière, entre guillemets. On va commencer par parler de tes premiers travaux donc sur le communisme, enfin sur le Parti communiste comme structure d'encadrement de la classe ouvrière. Donc tu as été particulièrement notamment reconnu pour le communisme des armées, dont tu dis qu'il a même été utilisé par des détracteurs du communisme. Donc de quel communisme parles-tu et en quoi est-il désarmé? Alors déjà, c'est vrai que c'est un communisme
spécifique. Et donc ça, c'est le même angle d'approche que j'ai eu dans le livre Le Parti des communistes, où je retrace les 100 ans du Parti communiste français. En réalité, c'est le communisme lié au Parti communiste français. Donc c'est qu'un communisme, puisque effectivement on peut rétorquer que le communisme est beaucoup plus divers que ça, qui ne se réduit pas à un seul parti. Mais il se trouve que dans la scène politique française, c'est cette organisation-là qui a eu le monopole sur le label communiste et qui a réussi à structurer véritablement des milieux populaires autour d'une organisation qui donc avait le monopole symbolique sur la marque communiste. Donc effectivement, c'est d'abord le communisme du Parti communiste français, même s'il y a eu différents groupements qui ont essayé de maintenir une identité communiste hors du parti, mais en fait très vite, dès la bolchevisation, c'est vraiment très très difficile. Et en réalité, dans la population et en général, quand on parlait ou quand on parle de communisme, c'est toujours associé au Parti communiste français, même s'il y avait d'autres organisations. Ensuite, moi, ce qui m'a intéressé, c'est un communisme vraiment populaire, dans le sens où, dès le début, dans mes recherches, j'ai mis l'accent sur l'engagement ouvrier, sur l'engagement paysan dans l'organisation et pas trop sur les intellectuels, pas trop sur les dirigeants. Donc le but c'était de comprendre le communisme dans sa structuration sociale à la base, pour faire simple, en me centrant moins sur l'appareil, sur les dirigeants. Donc c'est vraiment aussi spécifique comme réduction, puisque le communisme, c'est pas que ces ouvriers, c'est les paysans, mais en fait, on les avait un peu oubliés, en mettant surtout... Donc il y avait énormément de travaux lorsque j'ai commencé mes recherches, à la fois sur les intellectuels communistes et sur les dirigeants. Et donc c'est pour ça voilà, que j'ai eu plutôt cet angle-là. Et donc la seconde question, c'était sur le côté des armées. Donc c'est ça, donc sur le côté des armées, c'est le fait que auparavant, le Parti communiste avait une force, donc auparavant, c'est-à-dire que donc il y a plusieurs séquences possibles, mais en tout cas à partir des années 70 et 80, on voit que ce qui a fait la force du Parti communiste français, c'est-à-dire le fait qu'il a promu des militants d'origine populaire dans la scène politique, ce processus-là est plutôt cassé. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de dirigeants d'origine ouvrière qui sont à sa tête et de moins en moins d'élus qui sont d'origine populaire dans les instances qui sont gérées par le Parti communiste. Donc en fait, il avait eu une force subversive pour contrecarrer les logiques de domination politique des élites sociales. Puisque pour faire simple, ce sont les élites sociales qui monopolise les postes de pouvoir politique. Or, l'intrusion du Parti communiste sur la scène politique, donc à partir de 1936, mais surtout à la Libération, ça a cassé ces logiques-là, et on a vu des populations qui étaient auparavant exclues de la vie politique se retrouver à la tête de leur municipalité, se retrouver à l'Assemblée nationale. Donc il a vraiment... il a vraiment contrecarré des logiques dominantes de reproduction de la domination de la bourgeoisie sur la scène politique française. Et le désarmement, c'est qu'au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Et ce que je mets en avant, c'est que ça ne fonctionne plus parce qu'il y a à la fois des facteurs externes qui fragilisent l'organisation et sa capacité à résister donc, à ces logiques de domination politique, à partir surtout des années 70 et des années 80. Mais ce que je mets aussi en avant, c'est qu'il y a aussi des logiques internes et des différents choix stratégiques qui ne sont pas toujours des choix, puisqu'au fait, il faut survivre et il faut réagir rapidement, mais il y a eu différentes politiques internes qui ont aussi contribué au fait que donc ce qui a fait la force de l'organisation communiste, cette promotion de dirigeants et dirigeantes d'origine populaire progressivement s'est cassée. Et les dirigeants ouvriers que l'on a à la tête du parti à partir des années 80, ils sont officiellement toujours ouvriers, mais quand on voit leur parcours, en fait, on se rend compte qu'ils ont eu un parcours très différent des dirigeants ouvriers précédents, qu'en réalité, ils ont un lien plutôt symbolique en fait, au monde ouvrier, par leur formation, par leurs origines familiales, mais ils n'ont pas commencé à militer vraiment dans les entreprises, ils n'ont pas eu une socialisation syndicale très, très forte. Et donc, il y a eu un déplacement et progressivement même un embourgeoisement de l'organisation communiste, puisque de plus en plus ce sont des classes moyennes, voire différents cadres qui se retrouvent aux avant-postes dans l'organisation. Et je montre notamment le fait que de plus en plus on retrouve des cadres de la fonction publique territoriale, donc c'est pas du tout la haute bourgeoisie et c'est des situations qui sont quand même vraiment à relativiser. On est plutôt du côté, si on veut, d'une petite bourgeoisie de classe intermédiaire, mais qui sont très diplômés,
qui travaillent dans les collectivités territoriales, qui ont des positions de pouvoir et qui en viennent à encadrer des employés communaux, des ouvriers et des employés, et qui n'ont pas le même itinéraire que les dirigeants précédents, et notamment leur rapport au syndicalisme est vraiment très différent, parce que souvent ces dirigeants de collectivités territoriales, donc souvent ils sont à la fois élus dans une collectivité territoriale et cadres dans une autre collectivité territoriale, donc tous les dirigeants en gros dans les années 90-2000, on se retrouve face à ces figures. Et pour ces dirigeants, le rapport au syndicalisme est compliqué parce que souvent les syndicalistes sont en face, c'est-à-dire que ce sont les employés communaux de la CGT qui peuvent se mobiliser contre le maire communiste et contre les cadres de la mairie. Donc il y a même une inversion et une distanciation de plus en plus forte par rapport au monde populaire qui reste mobilisé. Donc il y a aussi un désarmement interne qui est lié à des logiques de l'organisation. Ce n'est pas simplement la chute du mur, l'émergence et le renforcement du parti socialiste. Il y a vraiment tout un ensemble de facteurs, à la fois liés aux transformations, on y reviendra, des classes populaires, mais aussi des questions de stratégie qui, à mon sens, se jouent aussi sur ce désarmement du Parti communiste. Pour revenir un peu à l'implantation, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment le PCF et la CGT, du coup, je suppose, ont réussi à s'implanter localement pour vraiment créer des bastions ouvriers qui ont perduré au XXe siècle. Voilà, comment ils ont fait pour s'implanter, et puis après, comment le PCF a réussi à faire émerger des figures ouvrières en politique, alors qu'on sait désormais que la possession de ressources culturelles est une variable décisive de l'engagement. Mais bon, déjà, dans un premier temps, l'implantation. Si tu peux nous en Alors parler. sur l'implantation, donc faut faire attention avec cette notion parce qu'on pourrait avoir l'impression que ce sont des personnes qui viennent de l'extérieur pour s'implanter. Et ce que je mets en avant, donc ça c'était plutôt dans le premier livre qui s'appelait Servir la classe ouvrière, donc qui était paru en 2010. Où ce que je mets en avant, c'est le fait qu'il y a une structuration aussi endogène, c'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi une attente à la base. C'est pas simplement des militants qui vont venir prêcher la bonne parole dans des bassins ouvriers, mais en fait, c'est vraiment une création endogène par les ouvriers, par les populations locales qui vont se saisir de la possibilité de s'organiser dans des cellules communistes. Et donc, c'est pas simplement une implantation par en haut, mais c'est une structuration aussi par en bas liée à des attentes populaires fortes. Et en fait, tu as répondu un peu à la question en la posant, c'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup, à mon sens, lié à la CGT et puis au syndicalisme, c'est-à-dire que c'est vraiment la matrice syndicale qui permet cette constitution de fiefs ouvriers qui sont en réalité, donc on dit bastion rouge, bastion communiste, mais moi ce que je mets en avant, c'est que ce sont surtout des bastions syndicaux et qu'en fait, c'est surtout parce qu'il y a une puissance syndicale très forte que seulement ensuite, il peut y avoir une traduction dans la scène politique avec aussi des municipalités communistes qui vont se mettre en place, un député communiste qui va être élu et un parti qui va être relativement fort. Mais en réalité, la CGT est beaucoup plus forte que le parti. Il y a beaucoup plus de militants à la CGT. Et parfois, ce que je mets en avant aussi, c'est que dans les petites communes, donc moi j'aime bien travailler dans des petits bourgs ouvriers, parce que souvent voilà, on les voit pas et on se focalise que sur les villes assez importantes. Et on voit qu'en réalité, ce sont surtout des syndicalistes de la CGT qui se présentent aux élections et qui gagnent la mairie. On vote surtout pour eux parce qu'ils sont syndicalistes. Et ils sont effectivement communistes parce qu'ils sont aussi adhérents au Parti communiste et parce que lors d'élections municipales ou législatives, on met en avant une étiquette politique. Donc là, en l'occurrence, c'est le Parti communiste. Mais ils sont surtout reconnus comme militants syndicaux. Et vraiment, la force populaire du Parti communiste, c'était cette force syndicale. Donc il y a vraiment ce lien très fort donc, avec les syndicalistes et le fait donc, que le Parti communiste il se constitue. Donc surtout, donc ils se fondent en 1920, mais en réalité ils se constituent comme parti ouvrier surtout à la fin des années 20 et au début des années 30, et surtout par l'incorporation de militants syndicalistes qui vont avoir une promotion dans l'organisation communiste, et il va s'ouvriériser en remplaçant les anciennes élites qui venaient du parti socialiste, qui étaient encore présentes au début des années 20, en mettant plutôt aux avant-postes des syndicalistes qui vont devenir communistes, mais c'est vraiment par cette promotion de syndicalistes qu'il va y avoir une ouvriérisation du parti et ensuite une capacité à parler au fait, au milieu populaire, puisque là on aura des personnes qui connaissent intimement ces milieux, donc ça je pense que c'est vraiment très très important. Et aussi, donc, comme sur la capacité donc, à forger ces dirigeants, c'est le fait qu'il y a tout un ensemble de dispositifs de formation donc, par les écoles, de
sélection, c'est-à-dire qu'on va choisir différents militants ou militantes pour des promotions sur des postes, donc soit pour diriger la fédération départementale, soit pour se présenter aux élections. Et donc, ce que fait l'appareil, c'est qu'il essaye de sélectionner. Donc, c'est ce qu'on appelle la politique des cadres. Et c'est pas fait au hasard, c'est-à-dire que l'origine sociale et le parcours social de la personne est pris en compte dans son évaluation et dans sa promotion possible. Donc, ça veut dire que pour contrer les logiques de monopolisation des postes politiques dans l'organisation par des élites intellectuelles, par ceux qui ont des capitales culturelles, il a fallu travailler pour contrecarrer cette force du capital culturel et de promouvoir un capital culturel qui est plutôt produit par l'organisation, par les écoles, par la formation interne, par l'engagement, qui est aussi un capital culturel, mais qui est d'origine militante plus que scolaire. Donc il y a vraiment une gestion du personnel militant pour l'émergence de ces dirigeants. Donc, puisque tout naturellement, et donc ça on y reviendra sûrement à la fin, dès que ces dispositifs sont fragilisés ou remis en cause, tout naturellement, en fait, ce sont les classes moyennes et les élites intellectuelles qui reprennent en fait les positions dans l'organisation. Donc c'est bien pas lié, c'est pas lié au hasard, c'est pas naturel, c'est pas simplement parce qu'il y avait une classe ouvrière nombreuse et forte qui a eu une organisation qui pouvait se revendiquer de ces classes ouvrières, une organisation ouvrière, c'est parce qu'il y a vraiment une politique de gestion, de sélection, de formation, de contrôle pour marginaliser les élites intellectuelles, c'est-à-dire qu'elles ont un rôle quand même très important, mais toujours subordonné et secondaire, qui est au service de ces dirigeants ouvriers. Donc il y a vraiment tout un ensemble de facteurs qui sont à la fois des facteurs sociaux, donc le fait que la classe ouvrière, effectivement, elle se structure très fortement des années 30 aux années 70, mais en plus, il y avait une politique volontariste de promouvoir ces militants qui étaient sélectionnés parce qu'ils avaient commencé à militer dans leur entreprise, alors qu'en réalité, la majorité des militants communistes, ils militaient plutôt dans leur localité, dans leur quartier, mais il y avait vraiment une politique volontariste de favoriser ceux qui avaient un lien avec le monde du travail. Donc au final, la légitimité dont on a besoin pour s'engager politiquement, il la trouvait dans le parti par la formation et l'éducation, mais aussi dans le rapport de force au quotidien avec le patronat et dans le fait de mener les luttes sur le terrain et au travail. Voilà, c'est-à-dire que en fait, c'est une lutte politique qui est inscrite dans les luttes sociales. Et c'était vraiment incarné toujours localement, c'est-à-dire que c'est pas au nom du marxisme et de l'idéologie communiste que les ouvriers, que les paysans allaient commencer, on reviendra ensuite, je pense, sur les paysans, s'engager, mais c'est d'abord en adhérant à leur syndicat. Et donc il faut savoir que la plupart des ouvriers communistes étaient d'abord adhérents dans leur syndicat, ils commençaient d'abord à militer dans le syndicat, et c'est seulement quelques années ensuite que certains allaient un peu plus loin et allaient aussi adhérer au Parti communiste, mais c'est surtout dans la lutte au quotidien contre les notabilités locales dans leur commune et contre les cadres et les patrons dans leur entreprise que se nourrissait cet engagement communiste. Donc c'est pour ça que c'est pas, moi ce que je mets en avant, c'est qu'il faut faire attention aux pratiques, aux activités et pas se focaliser que sur la représentation. C'est pas parce qu'on est séduit par des idées politiques qu'on va commencer à s'engager, mais ça dépend de l'éducation que l'on a dans sa famille, des rencontres que l'on a dans son entreprise avec les collègues, du voisinage. Il y a tout un ensemble de facteurs qui sont en fait, ce sont des facteurs pratiques et de fréquentation, pas simplement de réflexion intellectuelle. Pendant qu'on est là-dessus, on reviendra sur le PCF un peu plus tard, mais du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu des sociabilités dans ces mondes ouvriers communistes du XXe siècle, c'est-à-dire ce qui se passait dans le travail, donc voilà, les rapports de force, dans les rapports de production, mais aussi en dehors du travail et comment ils exportaient au final, comment les sociabilités au travail s'exportaient dans les bastions ouvriers. Et puis voilà, pour expliquer aussi un peu quelles dispositions ils acquéraient dans le travail et comment ils les exportaient hors du travail, ils les réactivaient hors du travail. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? Alors, ce qui était assez singulier, et c'est vraiment ce qui s'est cassé sur la dernière période, c'est qu'il y avait un lien très fort entre la résidence et le travail. C'est-à-dire que dans ces petites communes ouvrières, ou en général dans la banlieue parisienne, ou dans les zones où le Parti communiste était influent,
Et puis en général, donc pour les milieux populaires, il y avait une articulation très forte entre le lieu de résidence et le lieu où l'on travaillait, et si bien que la fierté d'appartenance à la classe ouvrière, ça rejaillissait partout, et on identifiait les personnes par rapport à leur entreprise, donc tout le monde savait où la personne travaillait, et en gros, l'industrialisation en France a fait en sorte qu'il y avait souvent donc, un certain monopole de certaines entreprises dans les localités, et une réduction. En fait, on pouvait voir une lutte de classe à l'échelon local qui se déroulait à la fois dans l'entreprise et dans les localités, donc avec des différentes oppositions donc entre cadres et puis ouvriers qui rejaillissaient notamment lors des élections municipales. Et donc là, ça a donné lieu à différentes alliances, et notamment, donc je pense qu'il faut insister sur ce point, c'est que souvent, en fait, il y avait une alliance entre les militants ouvriers de l'usine et les enseignants de la localité. Et en réalité, donc, le mouvement ouvrier, en fait, il n'était pas que ouvrier. En fait, il y avait beaucoup d'instituteurs et d'institutrices alliés avec des militants ouvriers. Et c'est vraiment ces deux composantes qui ont fait la force du mouvement communiste, et qui a fait en sorte qu'il y a eu une destitution, notamment des notabilités locales, puisque souvent en face, en fait, il y avait donc les cadres de l'entreprise qui étaient alliés avec les professions libérales et les gros commerçants de la commune. Donc là, de leur côté également, il y avait différentes alliances locales. Et en face, donc, ouvriers et puis petite bourgeoisie culturelle pour s'opposer à cette domination. Mais ce qui était important, voilà, c'est le fait que l'identité ouvrière, elle rejaillissait partout. Et peut-être qu'on peut en dire deux mots aussi, c'est que la notion de classe ouvrière, qui était structurée très fortement, puisque les ouvriers avaient le sentiment d'appartenir à la classe ouvrière. Il y avait des organisations qui parlaient au nom de la classe ouvrière. Mais en fait, ça avait une force au-delà simplement des ouvriers d'usine, puisque, donc on y reviendra sûrement, mais il y avait beaucoup de paysans qui étaient aussi au Parti communiste. Il y a ces enseignants que j'ai évoqués. Et donc il n'y avait pas que les ouvriers qui se reconnaissaient dans la lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière. Donc c'était beaucoup plus large que ça. Et en gros, c'était le symbole de la lutte contre les dominations, mais les dominations en général. Et donc il faut, parce que souvent on dit maintenant tout est différent, puisque il y a moins d'ouvriers, c'est fragmenté, la classe ouvrière elle est plus comme avant, mais il faut savoir qu'avant, les paysans se revendiquaient de la classe ouvrière, même quand ils étaient propriétaires, et votaient pour le parti de la classe ouvrière, et les enseignants, comme je l'ai évoqué, étaient vraiment une force principale dans cette mobilisation, et alors qu'ils n'appartiennent pas à la classe ouvrière. Donc en fait, cette notion de classe ouvrière, elle est à la fois, c'est une notion à la fois sociale et sociologique pour travailler sur un groupe social spécifique d'ouvriers, notamment ceux qui travaillent en usine, mais d'un point de vue idéologique et politique, et ce qu'apportait le Parti communiste, c'était une notion beaucoup plus vaste que ça. Il y avait une identification à l'émancipation de la classe ouvrière, indépendamment du fait d'appartenir ou non à ce groupe. Donc ça permet de relativiser ce qu'on dit sur la période contemporaine, en disant que maintenant c'est intenable comme position, puisqu'il n'y a plus de classe ouvrière. Mmh. Et puis, dans cette histoire des bases militantes, au final, puisque c'est surtout une histoire des bases militantes, même si tu fais aussi une histoire du parti, comme tu l'as expliqué, puisqu'il y a des évolutions qui sont liées au parti, mais aussi des évolutions qui sont liées à la sociologie de la classe ouvrière et ce genre de choses. Donc, dans cette histoire des bases militantes, quelle a été la place des femmes et des minorités, je pense notamment aux OS, dans l'histoire du PCF? Est-ce qu'ils ont réussi à se faire une place? Est-ce qu'elles ont réussi aussi à se faire une place au sein du PCF? Ou est-ce que les cadres que le parti décidait de faire émerger au final d'une certaine façon, puisque tu l'as dit, est-ce que ces cadres étaient tous des hommes blancs d'un certain âge peut-être? Je ne sais pas. Alors c'est une situation, c'est une question complexe, et sur le côté féminin, pour faire simple, il faut quand même dire que le Parti communiste, c'est largement le parti le plus féminin français. Donc jusqu'aux années 2000, c'est l'organisation politique où il y a le plus de femmes, où il y a le plus d'élus femmes, très largement. Donc de 1920, de sa fondation aux années 2000. Donc c'est important de le dire, parce que souvent on a l'image du parti conservateur, très masculin.
Donc c'est vraiment très fort, et donc surtout lors de sa fondation, entre guillemets, donc lorsqu'il y a la scission avec le parti socialiste et lorsqu'il y a la création d'un parti communiste, on est dans un parti où les femmes ont une place très importante, et notamment dans sa direction. Donc, dans sa première direction en 1920, il y a 10% de femmes dans la direction. C'est énorme, puisqu'à l'époque, la plupart des partis n'avaient pas de femmes dans leur direction, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Certains partis refusaient l'adhésion des femmes. Donc on est vraiment dans un parti qui est très singulier parce qu'il y a beaucoup de femmes dans sa direction et parce que des féministes radicales, pour faire simple, vont le rejoindre dans les années 20. Et ensuite, on a un certain repli, puisqu'en fait, il y a une ouvriérisation du Parti communiste, comme je l'ai évoqué. Et cette ouvriérisation, elle se fait en quelque sorte aux dépens des femmes, puisque les femmes qui l'ont rejoint dans les années 20 sont plutôt enseignantes, donc les féministes que j'ai évoquées. Donc il y a une mise à l'écart de ces femmes, puisqu'elles ne correspondent plus au profil social qui est valorisé par le parti, qui met l'accent sur le monde ouvrier, sur les entreprises, et donc automatiquement plutôt sur les hommes, puisqu'à cette époque-là, ce sont plutôt des hommes qui travaillent. Donc elles sont plutôt mises de côté dans la direction. Il faut attendre la fin des années 30 pour qu'émergent là de nouvelles figures féminines plutôt ouvrières. Et on est dans une temporalité de repli sur le plan de la morale, et donc il y a un certain conservatisme qui apparaît au sein du Parti communiste dans les années 30, alors qu'auparavant, en fait, il y avait une position féministe très très forte au sein du Parti communiste, donc par rapport à la lutte pour l'égalité politique, pour le droit à l'avortement. Donc on est vraiment sur un parti qui est à l'avant-garde. Et ensuite, à partir des années 30, il y a plutôt un repli conservateur, puisqu'il y a un tournant républicain du Parti communiste, et il va être plutôt sur une politique consensuelle, familialiste. Et donc souvent, on retient ça, le fait que c'est un parti qui, du point de vue de la morale, est très proche des organisations catholiques. Il est plutôt conservateur, et il renvoie une figure de la femme qui est liée à la maternité, une figure assez conservatrice, sauf sur le travail, dans le sens où il a toujours défendu l'accès au travail et valorisé les femmes dans la sphère professionnelle. Mais en réalité, c'est un parti qui reste très féminin, qui défend toujours l'égalité politique, et qui présente des femmes aux élections municipales alors qu'elles n'ont pas le droit de vote. Et dès le droit de vote, en 1946, c'est très largement le parti qui présente le plus de femmes aux élections. Et le groupe communiste à l'Assemblée est très largement le groupe le plus féminin par rapport à tous les autres groupes. Mais il reste conservateur du point de vue de son idéologie, alors que d'autres groupements de gauche, même le Parti socialiste, est plus moderne sur ces questions-là. Par contre, il y a beaucoup moins de femmes élues chez les socialistes. Il va falloir attendre au fait les années 70 pour que progressivement le Parti communiste revendique le terme de féminisme et retrouve une radicalité grâce au renouvellement qu'il y a eu avec les années 68, avec les mouvements gauchistes. Mais il faut attendre la deuxième partie des années 70 pour que le Parti communiste se revendique féministe en accord avec sa composition très féminine, parce que c'était vraiment un parti très féminin. Et moi, ce que je mets en avant, notamment dans le Parti des communistes, c'est que même s'il y avait cet aspect assez conservateur qui le rapprochait de certaines organisations catholiques, en réalité, il y avait un féminisme pratique très fort, puisque on retrouvait des femmes communistes qui étaient engagées dans leur quartier, dans leur entreprise, et c'est incomparable avec d'autres organisations. Et le simple fait d'être une femme communiste dans les années 50, 60 et 70 donnait une force, une affirmation dans l'espace local, dans l'espace domestique, une certaine liberté qui pouvait même être décalée par rapport à l'idéologie que voulait mettre en avant le Parti communiste. Parce qu'en fait, s'il y a cet aspect conservateur qui est assez général sur l'image du Parti communiste, c'est qu'il cherche à avoir une respectabilité. Comme c'est un parti ouvrier, il y a toujours la recherche de la respectabilité pour s'immiscer dans la scène politique française. Et c'est pour ça que, par exemple, les vendeurs de l'Humanité faisaient attention à être très très bien habillés, ils mettaient une cravate. Donc en fait, on surjoue un certain conformisme qui peut être un conformisme petit bourgeois. Et je pense que c'est la même chose sur l'image de la femme qui est véhiculée par le Parti communiste et qui est décalée. Dès qu'on fait
différentes interviews, qu'on travaille dans les archives qui concernent les femmes communistes, on voit qu'elles étaient en fait très libérées pour des femmes de leur époque. Être une femme communiste et permettait tout un épanouissement qui était peu probable dans d'autres milieux. Et ce qu'il faut retenir, voilà, c'est le fait que c'est un parti très féminin, même si on a l'image de la classe ouvrière masculine, parce qu'il y avait toujours une valorisation des fractions les plus stables de la classe ouvrière. Donc les dirigeants ouvriers que j'ai évoqués au début de notre conversation, en fait, ce sont des dirigeants qui sont sélectionnés par rapport à leur fidélité politique et par rapport au fait qu'ils rentrent dans un certain moule qui est attendu. Et en général, donc, on recherche une classe ouvrière respectable. Donc, ce sont en fait les fractions les plus qualifiées, les plus diplômées. Donc, on retrouve des hommes dans la grande industrie français. Donc, en fait, on a une réduction du vivier de recrutement des dirigeants communistes. Et les dirigeants ouvriers communistes, ils ne sont pas à l'image de la classe ouvrière française, ils sont à l'image de ces fractions les plus stabilisées. Et en réalité, ce sont souvent donc des ouvriers très diplômés pour leur génération et qui avaient les capacités culturelles à poursuivre leurs études, qui ont été bloqués dans leur ascension et qui poursuivent un travail intellectuel au sein de l'organisation et qui, en fait, on est face à des ouvriers qui sont atypiques par rapport aux autres ouvriers. Et ce processus-là, en fait, il va marginaliser les travailleurs immigrés, les femmes qui sont dans les fractions inférieures des classes populaires. Ça les marginalise dans l'organisation, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas présents. C'est-à-dire qu'on trouve beaucoup d'ouvriers spécialisés, peu qualifiés ou de femmes dans l'organisation, mais ce ne sont pas ces catégories-là qui vont être promues dans l'appareil. Donc c'est assez ambivalent. Donc moi je pense que c'est important de mettre l'accent sur le fait qu'il y a des rapports de domination qui sont reproduits dans l'organisation, c'est-à-dire que le Parti communiste, il n'échappe pas à ces rapports de domination sociaux que j'ai évoqués. Il y a des rapports de domination en termes de race, de genre et sociaux, de classe qui se reproduisent au sein même de l'appareil, puisque ces rapports traversent la classe ouvrière. Donc il faut le mettre en avant et c'est important. Et en même temps, dès qu'on fait une comparaison avec les autres organisations, donc là, si on fait une comparaison avec le Parti socialiste de l'époque, on voit qu'ailleurs c'est pire, puisque ces catégories-là, elles ne sont pas simplement dominées, c'est qu'elles n'existent pas même souvent dans l'organisation. Donc il faut arriver à toujours travailler aussi sur la comparaison avec les autres organisations à la même époque, pour mettre en perspective les logiques que l'on observe dans l'organisation. Et juste pour terminer, c'est la même chose pour ce que j'ai évoqué précédemment sur le fait qu'il y a un embourgeoisement relatif de l'organisation communiste, sur le fait qu'il y a de moins en moins d'ouvriers au sein de la direction. Donc c'était lorsque j'ai évoqué les années 70 et 80. En fait, c'est important dès qu'on compare avec les générations passées, où là, il y avait plus de syndicalistes ouvriers qui étaient présents au sein du Parti communiste. Mais dès qu'on fait une comparaison avec les autres organisations, c'est la même chose encore pour aujourd'hui. En fait, c'est un parti qui reste très populaire par rapport au Parti socialiste, par rapport même à la France insoumise, par rapport à Europe Écologie et les Verts. Donc, moi, ce que je pense, c'est à la fois un processus de désouvriérisation relative dans l'appareil, mais dès qu'on fait une comparaison dans la scène politique, c'est vraiment relativisé, puisque ça reste un parti fortement populaire par rapport aux autres organisations. Ouais, donc on va en venir justement. Donc tu identifies clairement un changement de paradigme dans le discours du PCF, qui à un moment donné cesse de se présenter comme le représentant de la classe ouvrière, et puis voilà, change de paradigme pour se présenter davantage comme le porte-parole des pauvres, des exclus, des précaires. Donc voilà, comment le PCF a fini au final, à un moment donné, par adopter cette rhétorique misérabiliste. Voilà. Donc il y a eu différentes séquences, c'est-à-dire que le passage misérabiliste, il est surtout lié, donc c'est surtout les années, la deuxième partie des années 70, et c'est surtout lié à une lutte de concurrence politique avec le Parti socialiste. Donc il faut savoir qu'en fait, le Parti communiste est le premier parti à gauche de la libération aux années 70. Donc il est vraiment hégémonique sur la gauche. Le Parti socialiste se remet en route donc, dans les années 60. Et le Parti communiste est vraiment un acteur important de l'union de la gauche et sur le fait qu'il y a besoin de s'unir à gauche. En fait, il veut reproduire, il a l'image du passé lié au Front populaire où le Parti communiste s'est renforcé en s'alliant avec les socialistes. Et donc là, il veut refaire ça avec le Parti socialiste dans les années 60 et 70, sauf qu'il se rend compte
au milieu des années 70, que cette union de la gauche, elle se fait, contrairement à la période du Front populaire, elle se fait à son détriment, dans le sens où ce sont surtout les socialistes qui engrangent des résultats électoraux de plus en plus importants. Et donc on est dans la période du programme commun, et progressivement donc, il y a la remise en cause du programme commun, donc avec les socialistes, et le Parti communiste met en avant des différences programmatiques, je pense qu'il faut considérer que cet accent mis sur les pauvres, c'est aussi ça, c'est faire la différence avec les socialistes. Et donc il y a une mise en avant de la thématique de la misère, de la pauvreté, pour avoir une singularité. Et ça ne dure pas très longtemps, mais à mon sens, ça a été un tournant assez important, puisqu'il est revenu ensuite régulièrement. Et c'est important puisque, en fait, lutter contre la pauvreté, c'est pas la même chose que lutter pour l'émancipation de la classe ouvrière. Et au bout d'un moment, on est là pour aider les pauvres et pas pour leur donner le pouvoir. Et donc, c'est comme si l'acteur qui auparavant était le prolétariat ou la classe ouvrière était mis de côté. Et on est dans le cadre d'une lutte contre la pauvreté et les inégalités où l'identité de qui mène la lutte devient secondaire. Et donc là, il y a eu progressivement voilà, une dévalorisation du rôle dominant donné à la classe ouvrière et au fait que ce sont ceux qui subissent la domination qui sont les acteurs de leur libération. Lorsqu'on est dans la lutte contre la misère, c'est beaucoup plus compliqué. On est plutôt là face à des élus communistes qui veulent aider des populations qui s'appauvrissent. Donc ça a toujours existé, mais quand c'est mis en avant, ça a un impact fort sur ce déclin de la notion de classe ouvrière. Donc ensuite, c'est revenu régulièrement, mais surtout, donc l'autre tournant, si on veut, c'est dans les années 90. Donc là, on est dans la période donc après la chute du mur. C'est lorsque Robert Rue devient dirigeant du Parti communiste, donc après Georges Marchais en 1994. Et là, on est dans l'idée qu'il faut éviter à tout prix la disparition du Parti communiste, qui peut disparaître comme le Parti communiste italien, qui était l'autre parti communiste important en Europe. Et là, on va mettre de côté ce qui est associé à l'ouvriérisme, ce qui est associé à la priorité qu'on donnait à la classe ouvrière, en disant que le parti, c'est un parti qui doit être à l'image de la société et qui doit en fait représenter la diversité de la société française. Et donc là, il y a un déclin d'un discours de classe et on va mettre l'accent sur la diversité, sur les classes moyennes. Et la question de la priorité donnée à la classe ouvrière devient secondaire. Donc là, c'est un impact fort, puisque progressivement, la question des rapports de classe est jugée secondaire, non seulement dans la rhétorique et dans l'idéologie qui est donnée pour l'extérieur, mais aussi en interne. Et donc là, c'est ce moment-là où on a surtout une inversion des rapports de domination dans l'organisation communiste, puisque si progressivement on met plus l'accent sur les origines sociales des militants et des cadres communistes, progressivement on se retrouve avec énormément d'enseignants de classe moyenne, de personnes plutôt liées aux professions intermédiaires, aux cadres de la fonction publique, voire des grandes entreprises qui se retrouvent à avoir des trajectoires militantes valorisées dans l'appareil, puisque du jour au lendemain, donc si on ne fait plus attention à valoriser les militants d'origine populaire, automatiquement, ce sont ceux qui ont le plus qui ont accès le plus facile à la prise de parole, qui ont un capital scolaire, qui se retrouvent valorisés dans l'appareil. Mais je pense que, c'est même sûr, il y a eu un retour sur ces années Robert Rue, donc ce qu'on a appelé la période de la mutation, surtout à partir du milieu des années 2000 et surtout dans les années 2010, où il y a eu un retour critique et une remise en avant de la question du monde du travail et des classes populaires. Et donc là, on est sur une période, depuis quelques années, il y a l'idée d'avoir un lien particulier avec les mondes populaires, à valoriser les militants qui sont dans leur entreprise, alors qu'auparavant, il y avait plutôt une disqualification de ces militants, et avant, on cherchait surtout à s'ouvrir sur l'extérieur, et même en parler avant de communistes de cœur, en opposition communiste
deux cartes et on pouvait valoriser des personnes qui étaient engagées dans la société civile, souvent avec un fort capital culturel, au détriment de militants ouvriers qui militaient dans l'organisation. Et donc depuis une certaine période, on a un retour et le nouveau dirigeant du Parti communiste, Fabien Roussel, porte ce discours aussi de retour aux fondamentaux, de retour au monde, à l'accent mis sur le monde du travail, sauf que c'est un processus qui est compliqué parce que c'est vraiment très très long, puisqu'il y a tout le processus de formation, de sélection, de renouvellement de l'organisation, et donc ça ne peut pas se faire sur un temps court. Mais dans ce changement de paradigme, est-ce qu'il n'y a pas aussi la place de la désindustrialisation, de la montée du chômage, de ces choses-là, qui fait que le Parti communiste a peut-être considéré un peu trop rapidement que le monde ouvrier appartenait au passé et qu'il fallait commencer à s'en détacher pour atteindre d'autres franges de la population? Oui, et il y a aussi surtout le fait que, indépendamment de la question du Parti communiste, c'est beaucoup plus difficile pour les classes populaires de s'engager. Donc à partir des années 80, indépendamment de la question de l'organisation communiste, les conditions de travail et de vie de ces milieux font qu'il y a beaucoup plus de freins à l'engagement. Donc c'est aussi parce que le vivier des militants d'origine populaire s'est beaucoup plus réduit qu'il y a eu ces différents choix. Donc il y a d'abord, avant tout, une crise du mouvement ouvrier qui est une crise des conditions de possibilité d'un engagement ouvrier. Sur le lieu de travail, puisque là, il y a vraiment une difficulté même à s'engager dans les syndicats. Il y a une répression patronale beaucoup plus forte. Il y a toute une désarticulation entre ce qu'on a évoqué, entre le lieu où l'on travaille et le lieu où l'on habite. Donc il y a un ensemble de freins. Il y a le développement de la précarité, des contrats courts. Le simple fait qu'il y ait une déstabilisation sociale des classes populaires fait qu'il y a des difficultés à s'engager. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu un éloignement par rapport à ces milieux-là, puisqu'il y a eu une adaptation aux possibilités de s'engager sur le terrain. Et souvent, moi, c'est vraiment ce que je vois dans les années 80 et 90. Souvent, il reste que les enseignants locaux qui sont toujours disponibles, avec du temps pour s'engager, avec des conditions de vie et de travail qui favorisent un engagement, alors que pour les militants ouvriers, c'est difficile. Ils doivent d'abord lutter contre la fermeture de leur entreprise et d'abord lutter pour que leur syndicat reste en place. Donc ils vont prioriser l'action syndicale sur l'action politique. Donc il y a vraiment tout un ensemble de facteurs qui va fragiliser les liens entre les classes populaires et le Parti communiste, et ce n'est pas simplement lié à la stratégie du Parti communiste. Et du coup, tu l'évoques sur l'évolution des conditions de vie et de travail des ouvriers. Est-ce que tu as pu voir dans les mondes ouvriers, dans les évolutions structurelles du travail ouvrier par exemple, je ne sais pas, les réorganisations managériales et ce genre de choses, voilà. Est-ce qu'il y a eu un poids en termes d'évolution structurelle du monde ouvrier, du travail ouvrier, sur les relations des ouvriers entre eux, sur le fait de se syndiquer ou pas, enfin, tu as commencé à l'évoquer avec le patronat qui s'est montré plus sévère envers les syndiqués, voilà, ce genre de choses qui ont pu amener à une érosion de la conscience de classe ouvrière qui était au final peut-être le moteur du communisme, du PCF. Oui. Bah, il y a vraiment en fait, donc c'est pas simplement une désindustrialisation, mais c'est une restructuration, une recomposition du monde industriel qui s'oppose à la reproduction en fait des organisations ouvrières. Donc il y a surtout le fait que de plus en plus, lorsqu'on est ouvrier à partir des années 80 et 90, on est ouvrier dans des petites unités de production, alors qu'avant en fait il y avait des grandes entreprises avec essentiellement des salariés qui étaient employés par cette entreprise. Donc il y avait vraiment une unité et puis une cohésion qui était entretenue dans le lieu professionnel, alors que là on est sur des ouvriers qui sont divisés entre différentes petites unités de production, et même des fois on est sur le même site, mais il y a le sous-traitant en fait il y a une division, et il y a différents sous-traitants qui sont
présent. En fait, il y a une mise en compétition de ces ouvriers en fonction non seulement des entreprises auxquelles ils appartiennent, mais en fonction de leur contrat. Et donc, c'est automatiquement, et en fait, le sentiment de corps est fragilisé. Alors qu'avant, on était plutôt sur des promotions collectives à l'ancienneté, on est de plus en plus sur des promotions au choix, c'est-à-dire que c'est le cadre qui va décider qui est promu. Donc il y a vraiment une individualisation du travail ouvrier, qui n'est pas lié au fait qu'il y aurait une génération ouvrière biologique qui serait plus individualiste et qui serait née comme ça, mais qui est lié au fait qu'il y a tout un ensemble de dispositifs qui va individualiser. Ça commence dès l'école où il y a une mise en compétition, et ça se poursuit ensuite dans l'accès au marché de l'emploi et dans l'entreprise. Donc il y a tout un ensemble de facteurs qui va éclater au fait les groupes ouvriers locaux et qui contribuent à ce déclin de la conscience de classe qui était effectivement primordial pour comprendre l'engagement d'abord dans le syndicalisme et ensuite son prolongement dans l'organisation communiste. Et puis oui, on peut parler notamment de l'intérim qui a été de plus en plus utilisé pour embaucher, de la disparition du terme d'ouvrier pour celui d'opérateur, des choses comme ça, qui même symboliquement font que la classe ouvrière n'est plus une force offensive, mais est devenue plutôt une force défensive, tente de défendre ce qu'elle a conquis au final. Donc sur le Parti communiste aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression du coup qu'ils ont essayé de parer au biais que tu as pu souligner dans le communisme des armées ou ce genre de choses? Tu as dit que oui, très récemment, est-ce que tu as l'impression vraiment qu'ils essayent de renouer avec les classes pop? Et est-ce que au final, ce qui leur fait défaut aujourd'hui, c'est pas leur ancrage justement qui est disparu, qui était leur force? Alors juste peut-être avant sur le fait que tu dises voilà, qu'il y a un biais que j'ai souligné dans mon travail. En fait, il faut dire que c'est vraiment confortable de venir après et d'analyser parce que moi-même j'étais, donc comme je vous l'ai dit au début, moi j'ai arrêté de militer en 96 et donc moi j'étais là au moment de Robert Rue. Sur le coup, quand on milite et quand on est dedans, on ne le voit pas, moi je voyais rien. Donc c'est ensuite en faisant ma thèse, en prenant du recul et puis en travaillant que j'ai pu voir et objectiver ces processus, mais en tant que militant, moi, par exemple, je trouvais que Robert Rue avait rajeuni l'image et qu'il a pu des choses très, très positives. Donc quand on est dedans et qu'on lutte, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça, il faut vraiment... Voilà, moi, je ne fais vraiment pas la leçon aux militants, puisque voilà, c'est vraiment... c'est assez confortable d'avoir le temps de pouvoir analyser ça, et sans vouloir défendre des positions de pouvoir qu'on a dans l'organisation. Et donc effectivement, je pense, j'ai vu comment mes travaux ont un peu circulé, le fait que je sois invité dans différents moments organisés par le Parti communiste autour de la formation ou de discussions. Donc je vois bien qu'il y a un intérêt à ce que je fais et qui est en lien avec la recomposition de la stratégie de l'organisation communiste. Donc ça avait commencé avant, mais c'est vrai que l'élection de Fabien Roussel en 2018, c'était une rupture. Donc c'est la première fois que le dirigeant, donc c'était Pierre Laurent qui dirigeait à l'époque le Parti communiste, et donc le texte de la direction sortante a été mis en minorité. C'est la première fois depuis 1920, en gros, que la direction ne choisit pas elle-même ses successeurs. En réalité, la différence n'est pas si forte que ça, puisque il y a un lien très fort qui s'est fait entre la nouvelle équipe et l'ancienne équipe est toujours un peu là. Donc moi, je ne maîtrise pas tout ce qui se passe dans l'appareil, je vois ça de loin, mais on voit bien voilà, qu'on est quand même sur des profils en plus qui sont assez proches, mais il y a quand même eu une mise en minorité, c'est-à-dire que Fabien Roussel était le signataire d'un texte alternatif à la direction, et il a notamment été élu pour redonner de la visibilité au Parti communiste et de réaffirmer encore plus cet ancrage dans les entreprises et ce renouvellement en faisant appel à des militants du mouvement social qui sont engagés. Donc il y a l'idée de marquer le coup de la rupture par rapport aux années passées, même si ça avait déjà commencé avant. Là, au moins, c'était mis
fortement. Donc effectivement, je pense que c'est pris en compte. Après, ce qui est difficile, c'est que la force du Parti communiste, c'était ses militants ouvriers, le fait qu'il avait un lien très fort avec la matrice syndicale. Donc c'est sa matrice syndicale qui lui a amené des militants ouvriers, qui lui permettait d'avoir un lien fort et de comprendre ces milieux-là et de défendre des aspirations en lien avec ces milieux. Donc ça, c'était sa force, mais sa deuxième force, c'était aussi les élus locaux. Et s'il n'a pas disparu dans les années 90 et 2000, c'est surtout grâce à ces élus locaux, puisque clairement, on le voit par exemple dans les résultats aux élections présidentielles. Donc Marie-Georges Buffet en 2007, c'est 1,9% au présidentiel. Donc c'est un parti qui n'existe quasiment plus au niveau national, à l'élection qui est la plus importante. En fait, c'est un parti qui nationalement aurait pu disparaître. Mais il résiste grâce à ses élus locaux, grâce à ses municipalités, parce que ça donne des ressources pour que l'organisation se maintienne, parce que cela permet un renouvellement des militants, puisqu'il y a beaucoup de militants qui vont être sensibilisés au communisme par leur lien avec la municipalité, en tant qu'élu, en tant qu'employé communal, en tant que résident de la municipalité. Donc c'est grâce à ces élus que le Parti communiste s'est quand même maintenu, qu'il pèse toujours dans la vie politique française et qu'il arrive aussi à maintenir une organisation, ce que n'arrive pas à faire la France insoumise, où là on est plutôt face à une machine électorale pour la présidentielle, mais il n'y a pas de constitution vraiment d'une organisation. Et donc c'est compliqué parce que ces élus sont aussi une force du Parti communiste, mais leurs intérêts sont des fois décalés par rapport aux militants dans les sections locales, par rapport aux militants ouvriers dans les entreprises, puisque parfois, et c'est un peu ce que les militants disent, il y a plus intérêt à ne plus avoir d'élus et de ne plus tenir la collectivité territoriale pour permettre un véritable renouvellement de la base militante, d'avoir un retour à une certaine radicalité, à un certain lien avec les quartiers populaires qui ne passent pas que par les gestionnaires et les élus. Et donc souvent, dans le renouvellement, il y a eu un blocage du côté des personnes qui étaient élues. Donc on l'a vu notamment lors des municipales, lorsqu'il y avait la possibilité de constituer des listes communistes avec la France insoumise contre le Parti socialiste. Donc c'est notamment le cas pour Paris, donc c'est assez symbolique parce que c'est la plus grande ville, mais c'est vrai que les communistes à Paris sont alliés avec les socialistes. Et donc ça paraît contradictoire avec l'image de radicalité qu'ils essayaient de reconstituer autour du Front de gauche. Donc ça a été un des facteurs de l'échec du Front de gauche. Mais être avec les socialistes à la mairie de Paris, c'était avoir des ressources et maintenir aussi une organisation. Donc c'est assez compliqué. Alors que la France insoumise, pour eux, c'est assez simple puisqu'ils ont toujours très peu d'élus locaux, donc ils ont beaucoup moins à perdre que les communistes. Donc il y a un renouvellement, il y a la volonté de promouvoir des militants syndicaux, de renouer avec le monde du travail, de prêter plus attention à la base militante, qui des fois s'affirme contre les élus en place, qu'elle trouve trop modérés, qu'elle trouve qu'ils fonctionnent trop avec une cooptation entre eux, qui sont plus beaucoup d'origine populaire. Donc il y a des conflits locaux et en même temps c'est compliqué puisqu'ils ont un rôle très important pour le maintien de l'organisation. Donc c'est pour ça que pour les militants, c'est des choix à faire qui ne sont pas toujours évidents. À mon sens, après, il y a la possibilité d'arriver à articuler élus et militants. Mais c'est vrai que depuis les années 80, moi, ce que j'observe très clairement, c'est que souvent, les élus préfèrent, quand les sections sont plutôt faibles, ils préfèrent ne pas avoir trop affaire à des militants trop revendicatifs et gérer par la démocratie participative, par des comités de quartier, gérer leur relation à la population en tant qu'élus, ce qui est normal. Mais comme il n'y a plus le contrepoids de la section et des militants, le renouvellement est très difficile. Bah, on peut en venir tout de suite aussi au fait que ce soit lié à l'évolution structurelle de la classe ouvrière, entre guillemets, puisque on entend classe ouvrière comme classe ouvrière mobilisée. Justement, aujourd'hui, les ouvriers, tu vas nous en parler, ne sont plus des ouvriers qui vivent dans des bastions communistes. Enfin, tu parlais de l'éclatement entre le lieu de travail et le lieu de résidence, qui fait qu'aujourd'hui, les ouvriers sont essentiellement ruraux. Et justement, donc, où sont les ouvriers aujourd'hui? Quels milieux sociaux? Quel mode de vie? Quelles dispositions? Et en quoi ils sont différents des mondes ouvriers qui étaient très mobilisés du XXe siècle? Alors il faut faire attention, c'est-à-dire que il y a proportionnellement plus d'ouvriers dans les campagnes et dans les espaces ruraux, mais comme il y a plus d'habitants dans les villes, il y a toujours plus d'ouvriers dans les villes et surtout dans les banlieues, en fait, dans la périphérie urbaine. Mais c'est vrai que
que les nouveaux emplois ouvriers, on les trouve plutôt dans le périurbain ou dans les territoires ruraux, pardon, parce que les ateliers de fabrication, les différentes entreprises qui font appel à du travail manuel sont plutôt concentrées dans les périphéries rurales, alors que les sièges des entreprises et les fonctions plutôt liées à l'encadrement, à la gestion, sont plutôt dans les grandes villes. Donc il y a un décalage du tissu économique qui fait qu'il y a voilà, il y a un poids ouvrier très fort dans les campagnes. Et aussi, ce poids, il est fort parce qu'il y a une urbanisation des élites bourgeoises et de plus en plus, si on met de côté les résidences secondaires, une concentration des élites sociales dans les grandes villes. Et donc il y a une séparation qui est de plus en plus forte, alors qu'auparavant ça pouvait être beaucoup plus mixte. Donc aujourd'hui, en fait, c'est assez compliqué, et peut-être qu'on peut revenir effectivement sur le terme que tu as évoqué au départ, sur la notion de classe ouvrière, puisqu'effectivement, classe ouvrière, c'est plutôt une notion politique, et elle est assez compliquée à maintenir pour prendre en compte les différentes mutations contemporaines. Et donc, d'un point de vue militant, c'est sûrement très intéressant de la maintenir pour garder ce côté revendicatif et lié à l'exploitation capitaliste. Mais en même temps, comme sur la scène politique, le combat il a quand même été perdu, c'est-à-dire que classe ouvrière, c'est plus usité. Alors qu'auparavant, il faut savoir, voilà, au- au- auparavant, le terme classe ouvrière était utilisé même par les non-communistes, c'est-à-dire qu'il y avait une force de cette notion de classe ouvrière parce qu'elle a été défendue par les organisations, par le monde académique, parce qu'elle faisait sens et parce qu'il y avait un sentiment d'appartenance de classe très très fort. Là, comme la partie politique a été perdue depuis les années 80, il y a eu l'émergence donc, de la notion de classe moyenne, il y a une dévalorisation de cette notion de classe ouvrière, si bien qu'elle est maintenue encore, mais que plutôt dans les milieux militants. Et donc, moi, en tant que sociologue, c'est compliqué de la garder. Voilà, si le combat politique avait été différent, la question se poserait différemment. Mais là, on peut plus s'appuyer sur le fait que ça fait sens pour beaucoup de personnes, que c'est utilisé comme revendication. Donc, c'est vrai que nous, on a tendance de plus en plus à parler de classe populaire. Et donc ça peut être gênant d'un point de vue militant puisque ça réduit donc, la portée politique. En même temps, c'est aussi prendre acte du fait qu'il y a des recompositions et que malheureusement donc, la notion de classe ouvrière en France, donc on n'a pas le cas en anglais avec la notion de working class, où là on est sur la classe des travailleurs, mais nous on a la classe ouvrière. Donc, la notion de classe ouvrière, elle est surtout liée aux grandes industries, telle qu'elle a été constituée notamment par le mouvement ouvrier, donc par des figures masculines de la grande, qui travaillent dans les grandes usines. Or, depuis les années 70, il y a des recompositions fortes avec une féminisation très forte du salariat et le fait qu'il y a de plus en plus de travailleuses et de travailleurs dans les services, hors des usines classiques, si on veut, et donc plutôt du côté de la catégorie socio-professionnelle qui est celle des employés. Donc souvent, voilà, on a opposé traditionnellement, donc, en termes socio-professionnels, les ouvriers et les employés, en sachant que les ouvriers, en gros, à 80%, ce sont des personnes qui sont hommes, donc on est dans un groupe très masculin, et les employés sont essentiellement des femmes qui travaillent dans les services. L'opposition, elle tient de moins en moins, puisqu'avant, en fait, auparavant, la notion de la catégorie employé renvoyait surtout aux employés de bureau, et on imaginait voilà, qu'il allait avoir une moyennisation, une classe moyenne qui allait devenir très largement majoritaire avec des employés de bureau. Or, la fraction employés de bureau chez les employés, elle est vraiment très faible, on n'est que sur les fractions hautes, et la plupart sont sur des métiers d'exécution. Et la plupart, ce sont en fait le salaire médian chez les employés est plus faible que chez les ouvriers. C'est-à-dire que les ouvriers gagnent plus en moyenne que les employés. Ce sont des femmes avec des contrats difficiles, avec des métiers d'exécution. Donc en fait, on est très proche au fait de beaucoup de choses que l'on retrouve du côté ouvrier. Donc il y a plutôt intérêt à intégrer employés et ouvriers ensemble. Ce qui n'est pas le cas parfois quand on n'a que la notion de classe ouvrière qui renvoie aux hommes qui travaillent dans les usines.
Donc la notion de classe populaire, elle peut être intéressante par rapport à ça. C'est qu'on montre que donc il y a des S, et donc dans ces S, il y a les services, il y a les métiers d'exécution opérés par des femmes. Donc on prend en compte la féminisation. Elle est opérante si absolument on la distingue de classe moyenne ou de classe intermédiaire. C'est-à-dire que cette notion de classe populaire elle est intéressante si on ne la confond pas avec les autres classes. Et si on a vraiment une conception fine et sociologique ou politique des classes moyennes, donc on est du côté des classes intermédiaires, qui sont entre les classes populaires et les classes bourgeoises, pour faire simple. On est sur des professions spécifiques où on est mieux payé, des meilleures conditions de vie. Moi, souvent, je prends l'exemple de l'hôpital où on ne peut pas mettre sur le même plan l'aide-soignante qui est du côté des classes populaires, l'infirmière qui est beaucoup plus diplômée, qui est plus payée et qui a plus d'autonomie dans son travail, qui est profession intermédiaire, et le médecin qui est au-dessus. On est vraiment sur 3 catégories très différentes et on a intérêt à les distinguer, même si dans les luttes politiques, on a intérêt à mettre ensemble les classes populaires et les classes moyennes, mais on n'a pas intérêt à oublier qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes conditions et qu'il y a des rapports de domination entre ces deux catégories. Donc la notion de classe populaire, elle est utile parce qu'elle permet d'intégrer ces recompositions. Et en réalité, avec ces recompositions, donc on arrive à peu près 50% de la population. Donc en fait, c'est comme si le groupe ouvrier s'était recomposé, développé et féminisé. Et en même temps, on montre toujours qu'il y a des hiérarchies qui se maintiennent dans la société. En plus, je pense que maintenant, le terme de classe populaire, c'est largement plus diffusé. En fait, il y a une dizaine d'années, c'était une notion que sociologique. Et lorsqu'on utilisait ce terme, on était souvent, en tant que sociologue, il y avait un décalage par rapport à un auditoire qui n'était pas lié aux sciences sociales, et notamment par rapport aux militants. Alors que maintenant, je pense que c'est différent. On parle beaucoup de quartiers populaires et de classes populaires, y compris là dans la campagne pour les présidentielles. Donc je pense que progressivement, il va y avoir aussi une connotation politique à ce terme qui ne renverra pas simplement à un terme de sociologue ou à un synonyme de classe moyenne si on fait bien la différence. Donc c'est pour ça que je pense que dans les questions que tu posais sur la recomposition du monde ouvrier, on a intégré ça à ces recompositions, puisqu'en plus, de plus en plus, la différence entre usine et service est très difficile. Alors, il faut penser à tout ce qui se passe dans la logistique avec Amazon, où souvent en fait, on est officiellement sur des postes qui sont catégorisés comme employés, alors qu'on est sur du travail plutôt ouvrier. En fait, même le terme d'ouvrier, il dépend souvent de l'entreprise qui embauche plus que du travail qui est réellement fait. Donc on n'a pas intérêt, et chez les femmes, il y a beaucoup de femmes qui sont à la fois employées sur un contrat et puis ouvrières sur un autre contrat. Donc pour elles aussi, la frontière est de plus en plus faible. Et puis la notion de classe populaire permet aussi de prendre en compte ceux qui n'ont pas de travail de manière plus ou moins transitoire. Exactement, voilà. Et de prendre en compte ceux qui sont pauvres, entre guillemets, c'est-à-dire que là, quand je parlais de classe populaire, il faut intégrer les pauvres, les SDF. En fait, ce sont d'anciens ouvriers employés qui ont perdu leur emploi. Et donc, c'est surtout pas une autre catégorie. Donc, souvent, on parle même, moi, la notion de précariat, je trouve que c'est compliqué. En fait, on n'a pas une autre classe, puisque la possibilité pour qu'un cadre se retrouve SDF est extrêmement faible. Elle est quasiment impossible, alors que la quasi-totalité des personnes très pauvres ont été ouvriers ou employés, ont perdu leur emploi, ou même maintenant il y a aussi ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, mais en fait on est sur un continuum. Et la séparation elle se fait au niveau classe moyenne. Quand on est sur des postes liés aux professions intermédiaires, on est diplômé, et là la possibilité d'entrer dans un cycle de pauvreté est beaucoup plus rare. Donc il peut y avoir un appauvrissement, un sentiment de déclassement, mais le lien avec la pauvreté est vraiment très différent. Donc dans classe populaire, il n'y a effectivement pas que les catégories socio-professionnelles, il y a aussi ceux qui sont inactifs, hors emploi, les retraités issus du monde ouvrier employé. Donc c'est vraiment un ensemble qui a une réelle pertinence d'un point de vue sociologique. D'un point de vue sociologique, oui, mais du coup, on empathie sur le point de vue politique où c'est des milieux qui sont tellement divers, même s'il y a beaucoup de ménages avec un mari ouvrier, enfin officiellement, et une femme employée. Oui. Au final, ce sont les classes populaires et c'est d'une certaine façon la classe ouvrière, ou le prolétariat, on aurait pu dire même. Oui. Mais voilà, on a plus de mal
à voir se forger une conscience de classe ouvrière au sein de ces espaces qui sont divers et en plus qui souffrent, et on va y venir, d'un manque de relais syndicaux et politiques pour donner un espèce de sens politique au quotidien d'une certaine façon, comme pouvait le faire la CGT à l'usine, ou les autres syndicats à l'usine, et puis comme pouvait le faire le PCF dans les associations et toutes ces institutions qui étaient au centre des mondes ouvriers mobilisés et des bastions ouvriers, comme on pourrait dire. Mais du coup, aujourd'hui, est-ce que la CGT est toujours une matrice de recrutement pour le PCF? Est-ce que le PCF a toujours un ancrage au sein de ces classes populaires, peut-être davantage urbaines que rurales? Alors déjà oui, par rapport à ce que tu disais au départ, c'est vrai que sur les différenciations internes, c'est compliqué parce que par exemple la CGT, maintenant, donc elle parle plus beaucoup de classe ouvrière dans le quotidien, ça on le voit par rapport aux différents stages de formation, puisqu'elle s'adresse au salariat dans sa diversité. Donc en fait, il faut que c'est assez compliqué, mais effectivement, un syndicat représente les salariés, et la CGT ne représente pas qu'une fraction de ce salariat. Donc l'astuce consiste à arriver à avoir un discours généraliste sur la défense des salariés, de leurs conditions, tout en prenant en compte les rapports de domination qui se rejouent au sein du salariat, donc notamment par rapport à la fonction publique entre les catégories A, B, C, on est vraiment sur des profils différents. Et la CGT reste quand même très attentive, par exemple, à ce qui se passe du côté des catégories C, dans les revendications, même si elle s'adresse au salariat dans sa globalité et qu'on peut être cadre à la CGT sans problème. Donc il faut arriver, c'est vrai, en tant qu'organisation politique, mais surtout syndicale, à jouer sur la défense des salariés dans leur globalité, qui ont des intérêts communs, et à ne pas rendre invisibles ces différences et à essayer de valoriser ceux qui sont les plus nombreux, celles et ceux qui sont les plus nombreux. Donc là, pour la catégorie C, c'est ce que souvent je pensais. Et cet exemple, il y a beaucoup plus de personnel de ce côté-là, donc rien que pour ça, c'est logique de surtout défendre ces catégories-là, mais en plus, ce sont ceux et celles qui subissent le plus des mauvaises conditions de travail et des salaires bas. Donc très logiquement, sans avoir un discours sur la classe ouvrière, dès que l'on voit ce que la CGT fait, on voit bien qu'en fait, ils vont être très vite automatiquement du côté de ces catégories-là. Donc c'est pas antinomique, et c'est juste qu'il faut qu'il y ait une articulation qui se fasse. Et généralement, ils en ont conscience, et c'est assez intéressant. Moi, dans l'enquête, là, par exemple, sur les cheminots que j'ai faite auparavant, dans le syndicat que je pouvais suivre, c'était des cheminots les moins qualifiés qui dirigeaient le syndicat. Et dans les réunions, il pouvait y avoir des agents de maîtrise plus qualifiés, plus rémunérés, plus diplômés, qui étaient présents et qui n'étaient pas présents en tant que responsables. Et ça, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a que dans le syndicalisme où on peut se retrouver avec des ouvriers qui sont dans la situation d'être non seulement majoritaires, mais d'arriver à être les porte-parole d'un collectif où il y a une diversité, avec notamment des éléments qui ne sont pas ouvriers et qui ne sont pas dans la direction, alors que partout ailleurs, dans le monde associatif notamment, on a une reproduction de la domination sociale très forte, avec des bénévoles qui appartiennent aux classes populaires et qui sont là pour faire les petites mains, organiser la kermesse ou la nourriture pour différents événements, et le responsable de l'association qui est quelqu'un qui appartient aux classes moyennes et qui est diplômé. Là, dans le syndicalisme, on a vraiment une conscience sociale fine qui permet de contrebalancer ces logiques de domination. Donc j'ai répondu un peu, voilà, c'était pour rebondir sur le début. Alors sur les liens, alors ce qui est difficile, c'est que donc déjà d'un point de vue, si on regarde par en haut, la CGT et le Parti communiste français ont pris leur distance mutuelle dans les années 90, et c'était volontaire et c'était réciproque, c'est-à-dire que la CGT avait peur de couler avec le Parti communiste, donc au début des années 90, donc il y avait la peur de trop subir la chute du mur et toute la délégitimation du Parti communiste, donc il y a eu une séparation qui s'est faite au niveau des dirigeants, c'est-à-dire que le dirigeant de la CGT ne siégeait plus dans la direction du Parti communiste. Et du côté du Parti communiste, comme je l'évoquais
Donc c'était à l'époque de Robert Hue. Il y avait l'idée de mettre de côté l'ouvriérisme et tout ce qui était associé à cette image de défense de la classe ouvrière. Et donc l'image de la CGT n'était pas spécialement vue de manière très positive. Donc là, il y avait l'idée aussi de se séparer. Donc ensuite, ça a eu un impact très négatif, puisque ça a contribué à la désouvriérisation du Parti communiste. Mais ce n'est pas que ce choix de la direction, c'est que sur le terrain, c'était déjà plus difficile, puisque si le lien s'est distendu, c'est surtout parce que les militants ouvriers doivent d'abord lutter dans leur entreprise et lutter pour que leurs syndicats se maintiennent. Donc c'est logique que l'engagement, le prolongement du côté communiste est beaucoup plus difficile. Ensuite, moi ce que j'ai beaucoup observé sur le terrain, c'est le fait que les militants ouvriers qui auraient pu rester ou militer au Parti communiste n'étaient pas à l'aise dans les réunions du Parti communiste et se retrouvaient plus dans les évolutions. Alors, ce n'est pas les évolutions simplement idéologiques dans le sens les prises de position, c'est pas ça, c'est plutôt le mode d'organisation. C'est que progressivement, le Parti communiste, dans les années 90, est devenu un parti très décentralisé, où les stratégies politiques dépendaient de la collectivité territoriale dans laquelle on était rattaché. Donc ça, on le voit très bien pour les stratégies aux élections. En fonction du département, en fonction de la ville. Par exemple, là, on a évoqué Paris pour l'alliance avec le PS, mais dans d'autres villes, il y a une alliance avec la France insoumise. Et donc, ce que j'ai observé, c'est que les militants ouvriers qui sont socialisés dans une organisation syndicale spécifique de la CGT, qui a un mode d'organisation lié relativement un peu à ce qu'on appelait le centralisme démocratique pour le Parti communiste, en tout cas au sein de chaque syndicat, parce qu'après c'est compliqué, c'est une confédération et c'est très très divers, mais en tout cas les militants ouvriers cheminots que je suivais n'arrivaient pas à comprendre le fait que parce qu'ils habitaient là et que les élus avaient plus de force pour pencher du côté là de la balance, il y avait tel type de prise de position, alors que dans le département d'à côté, on était sur une autre ligne. Quand on est à la CGT chez les cheminots, qu'on soit d'un département ou d'un autre, on défend les mêmes choses et il n'y a pas de variation selon le type d'emploi ou de résidence, puisqu'on est vraiment sur une ligne qui est décidée collectivement, qui est appliquée de manière collective. Donc c'était plutôt le fait qu'il n'y a plus vraiment de ligne claire et que les élus prennent le dessus dans les décisions. Et donc là, à l'endroit où j'ai enquêté, la plupart des militants CGT ouvriers du Parti communiste sont partis. Et les jeunes qui étaient assez politisés, qui auraient pu rejoindre le Parti communiste, ont participé à des campagnes électorales, ont participé aux élections municipales, mais sans voir l'intérêt de rejoindre le Parti communiste. Donc il n'y a eu qu'un moment assez fort, c'était la campagne présidentielle pour le Front de gauche, donc c'était en 2012. C'était donc Jean-Luc Mélenchon qui était le candidat soutenu par le Parti communiste. Et il y a eu un retour au fait, à un discours de classe assez fort. Les syndicalistes ont été mis en avant dans la campagne, on voyait tous les drapeaux CGT, solidaires. Et en fait, il y a eu un retour aux fondamentaux communistes lors de cette élection. Et c'était assez intéressant parce que, comme là, on n'avait plus un candidat communiste officiel, qui avant mettait plutôt de côté l'étiquette communiste et la question donc classe ouvrière, travail, classe, pour essayer de se donner une bonne image et de renouveler une image consensuelle. Là, on avait Jean-Luc Mélenchon, qui est un ancien socialiste, qui lui avait plutôt besoin d'avoir une image un peu ouvriériste et liée au monde du travail. Donc lui, il a surjoué cette question-là, et ça a séduit beaucoup de militants. Et là, c'est un moment où j'ai vu des personnes jeunes rejoindre le Parti communiste, et des personnes qui étaient jeunes ouvriers, qui étaient séduits par le discours de Mélenchon, qui était un discours de classe et qui rejoignait le Parti communiste parce qu'en fait c'est le seul parti souvent présent dans les localités et il ne pouvait pas aller trop ailleurs puisque donc, à l'époque c'était le parti de gauche, le parti de Jean-Luc Mélenchon qui existe toujours mais qui est une coquille vide et qui n'est pas un endroit où on peut militer très facilement. Donc le Parti communiste a toujours une certaine force, c'est que c'est une sociabilité qui est très ouverte. Et quand on a un jeune intérimaire, un jeune ouvrier, c'est beaucoup plus simple d'arriver à intégrer une structure communiste, puisque c'est des réunions où on est très facilement accueilli, où il y a une présence. Il suffit que la ville soit
relativement grandes, mais dans les petites villes et moyennes, il y a toujours quelques structures, alors que le passage à la France insoumise est beaucoup plus difficile, parce que souvent ils ne sont pas présents, parce qu'il y a beaucoup de personnes très diplômées, il y a un coût d'entrée très fort, c'est la même chose pour le NPA, pour Europe Écologie Les Verts. Là, on est dans des organisations qui sont structurées autour d'élites intellectuelles, alors que le Parti communiste, il a beau s'être affaibli, il a gardé une densité populaire et une tradition d'ouverture qui est favorable à un certain renouvellement. Mais est-ce qu'il a des relais, même pas encore, est-ce qu'il a des relais dans les zones rurales ou est-ce que c'est davantage un parti qui va recruter dans les classes populaires urbaines? Je pense notamment à l'AJC, par exemple, qui peut être encore un organe de recrutement. Oui. Mais voilà, quel type de... Est-ce que déjà c'est des classes pop ou pas? Parce que c'est une question qui se pose, ceux qui rentrent. Et est-ce que le PCF, par la CGT ou pas, arrive à maintenir des petits ancrages locaux dans des communes plus rurales? Toi, tu parles de la SNCF. Moi, on me demande souvent de me placer par rapport à tes travaux, de me positionner par rapport à tes travaux. Et ce que je dis souvent, c'est que tu as travaillé sur la SNCF dans un bourg rural, mais est-ce que ce n'est pas des petites enclaves assez rares, finalement, par rapport à tout le reste de l'emploi des ouvriers ruraux qui sont dans des PME, qui sont, tu vois, où il n'y a pas de tradition syndicale forcément? Oui, oui. En fait, moi, si je suis tombé sur les cheminots, c'est pas parce que j'ai choisi de travailler sur eux, c'est parce que je voulais travailler sur les militants ouvriers locaux. Et donc au départ, j'avais aucun a priori. Et comme il n'y a plus de communistes, progressivement, je me suis rapproché de syndicalistes. Et effectivement, donc tu as complètement raison. Ceux qui restent mobilisés, donc là en l'occurrence dans ces petites villes, il reste que les syndicalistes parce qu'il n'y a plus beaucoup de partis. En fait, ce sont des syndicalistes qui viennent de certaines entreprises avec des conditions de travail stables. Donc c'est les ouvriers à statut, de la fonction publique ou des grandes entreprises. Et tout le reste du tissu, on ne le retrouve pas dans la commune où j'ai enquêté. Il y a un abattoir, il y a une usine de la métallurgie. Il n'y a quasiment plus de militants, il reste un militant dans l'usine de la métallurgie. Donc il y a un rétrécissement autour de certaines catégories. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout à l'image des classes populaires, puisque il n'y a qu'une toute petite fraction la plus stabilisée des classes populaires qui peut encore avoir une disponibilité biographique à l'engagement et qu'on va retrouver à la CGT dans les unions locales. Donc c'est EDF, c'est les employés communaux, la SNCF, certaines grandes entreprises, et c'est vraiment une minorité. Donc là, c'est vraiment sûr, c'est que voilà, c'est vraiment pas à l'image, et c'est une élite ouvrière qui se retrouve là. Par contre, ce que je mets en avant, c'est que au lieu de toujours disqualifier le fait que c'est pas à l'image des classes populaires, il faut voir que déjà c'est un relais très très fort, alors que les autres organisations n'ont pas de relais. Et c'est un relais très fort, et ces personnes, en fait, elles sont en lien très fort avec les fractions les plus instables des classes populaires locales. Eux-mêmes, souvent, donc c'est le cas notamment chez les cheminots, ils ont commencé à travailler comme intérimaires en usine, ils étaient, ou ils ont travaillé dans l'abattoir, et ils se retrouvent à devenir cheminots ensuite, donc ils viennent avec ce parcours-là. Ils sont insérés dans ces milieux populaires fragilisés par leurs enfants, par leurs conjointes. Donc en fait, c'est un vrai relais pratique, c'est pas simplement une petite élite qui serait coupée des mondes populaires locaux, mais ils subissent le chômage par leurs enfants, par leurs conjointes, donc il y a vraiment un lien très fort. Donc donc c'est pour ça que j'ai mis ça en avant, parce que souvent on va critiquer les syndicats en disant qu'il y a une bureaucratisation et qu'ils représentent très très peu de monde. Mais en fait, en allant sur le terrain, en voulant travailler sur l'engagement ouvrier, on tombe automatiquement sur eux. Et en tombant sur eux, on tombe sur une diversité de milieux populaires que l'on n'atteint pas lorsqu'on va du côté de ceux qui sont élus à la mairie ou de ceux qui sont dans d'autres organisations. Donc effectivement, le vivier s'est vraiment réduit, mais on les retrouve toujours. Et même quand on fait... Donc, moi, je ne suis pas militant, donc voilà, je ne peux pas voir tout, mais lorsque je fais des réunions où je suis invité, je vois très clairement que lorsque ce sont des réunions organisées par le Parti communiste avec des militants de communistes, il y a toujours plusieurs syndicalistes présents, de EDF, de différentes boîtes, de boîtes privées, que ce soit dans les départements ou en région parisienne, et qui forment une petite minorité, mais une minorité qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est-à-dire que moi, je ne les retrouve pas ailleurs lorsque je suis invité dans d'autres milieux. Et pour avoir fait quelques réunions voilà, avec d'autres organisations, souvent on n'est qu'avec les fractions intellectuelles et on n'est pas avec ces catégories-là. Donc ils ont toujours des relais par cette diversité-là.
et que l'on retrouve partout. Et effectivement, pour les jeunesses communistes, c'est complexe puisque maintenant, ça s'est recentré sur les fractions scolarisées et sur une certaine jeunesse, mais en même temps, maintenant, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais il y a une scolarisation de plus en plus prolongée des classes populaires, c'est normal que l'on se retrouve avec une jeunesse communiste beaucoup plus scolaire qu'auparavant, puisque les enfants des classes populaires vont aussi plus longtemps à l'école et ils vont à l'université. Donc c'est normal que le fait qu'on retrouve une force à l'UEC, en fait, c'est pas parce qu'il y a un embourgeoisement et qu'on n'est que du côté étudiant, c'est que ces étudiants sont des étudiants qui sont assez atypiques par rapport aux autres étudiants et qui souvent ils sont issus de milieux populaires. Donc effectivement, les jeunesses communistes et l'UEC, on les retrouve que dans les grandes villes aujourd'hui. Mais il y a quand même eu ce renouvellement, puisque moi, lorsque je faisais ma thèse donc dans les années 90, ces organisations avaient quasiment disparu. Il y avait eu une disparition des jeunesses communistes de la plupart des départements, alors qu'il y a eu un certain renouvellement. Notamment, j'ai évoqué 2012 qui a fait que ce tissu se maintient, alors que les organisations de jeunesse ailleurs sont vraiment très très faibles. À part la jeunesse ouvrière chrétienne et les jeunesses communistes, le lien avec les milieux populaires, et notamment les milieux populaires ruraux, est vraiment très difficile. Alors que là, c'est plus réduit, mais ces catégories sont toujours présentes. Peut-être comme vous le dites, comme tu le dis, que ces jeunes de classe pop, potentiellement rurales d'ailleurs, qui sont des fils d'ouvriers, qui vont à la fac et qui se politisent aussi à la fac et qui rejoignent la JC, peut-être qu'ils politisent aussi d'une certaine façon dans les mondes ruraux, même si on ne le voit pas parce qu'ils ne sont pas syndiqués là-bas, ils ne militent pas forcément là-bas étant donné qu'ils sont en ville et qu'ils font leurs études en ville, mais peut-être aussi qu'ils sont un relais là-bas, comme tu le dis, pour des syndicalistes qui sont aussi ancrés dans les classes populaires. Comment expliquer le manque d'implantation, enfin tu vois, dans les classes pop, notamment rurales, on voit que le FN a explosé. Certains ont essayé de l'expliquer par un déplacement du vote communiste au vote Front National. Tu vas nous dire ce que tu en penses, mais il y a ça. Mais en même temps, même s'ils ont un vivier électoral assez conséquent, ils n'ont pas réussi à mettre en place des réseaux militants comme le PCF. Comment tu l'expliques d'une certaine façon ? Donc c'est vraiment une différence très très importante parce que souvent on fait le parallèle et le raccourci entre le Front National et puis le Parti communiste. Donc quand même, oui, commencer par dire que ce ne sont pas les mêmes, parce que souvent, je pense que c'est de moins en moins vrai, mais souvent on a l'image que d'anciens communistes sont devenus des militants ou des électeurs du Front National. Donc c'est clair que non, c'est-à-dire que toutes les études montrent bien qu'on est dans les mêmes territoires, tout simplement parce que ce sont des territoires populaires, mais que ce ne sont pas les mêmes classes populaires qui sont passées du Parti communiste au Front National, puisque en général, donc ça a commencé dans les années 80, ce sont plutôt des ouvriers qui votaient à droite, qui se sont radicalisés et qui ont voté Front National. Et les ouvriers communistes, eux, se sont plutôt abstenus quand ils ont commencé à arrêter de voter et à être déçus par rapport au Parti communiste, et notamment par rapport à sa participation au gouvernement donc en 81 et ensuite en 97. Et ensuite, on a des ouvriers qui votent Front National, mais c'est des primo-votants, en fait. Ils n'ont pas eu une socialisation communiste, ils n'ont pas voté communiste auparavant. Donc ces derniers peuvent être enfants de communisme, mais ils n'ont pas été militants communistes. Et le fait d'être militant communiste ou d'être même dans une famille communiste ou d'être à la CGT, c'est un frein au vote pour le Front National. Alors, souvent, on réduit tout en disant voilà, c'est des ouvriers, donc ce ne sont vraiment pas les mêmes. Et plus on est dans une grande entreprise, plus on est dans une entreprise avec des syndicats, plus on est dans un syndicat, moins on vote pour le Front National. Et au fait, ceux qui votent le Front National sont souvent donc, lorsqu'ils sont ouvriers, donc souvent ce sont des artisans et des commerçants quand même, ce sont des indépendants. Des gens qui étaient plutôt conservateurs et qui votaient à droite, mais quand ce sont des ouvriers, souvent ce sont des ouvriers plutôt de l'artisanat, qui travaillent dans des petites boîtes, qui ont un lien spécifique avec le petit patronat, qui ne voient pas trop les frontières entre le monde salarié et le monde du patronat. Et moi, ce que j'ai observé aussi, ça peut être intéressant à souligner, c'est que ça dépend vraiment, donc ça dépend vraiment aussi voilà, de l'endroit où l'on travaille et le type de collègues que l'on fréquente, puisque dans les militants cheminots, CGT et communisants que j'ai rencontrés, certains suggèrent clairement qu'auparavant, lorsqu'ils travaillaient dans le privé, lorsqu'ils étaient dans des entreprises avec des conditions de travail très difficiles,
Ils avaient eu une période plutôt raciste avec un vote Front National, et c'est en se retrouvant dans une grande entreprise avec une tradition syndicale, en rencontrant des militants de la CGT, en adhérant à la CGT, qu'ils ont une politisation à gauche, alors que ce sont les mêmes personnes. Donc c'est le cadre où l'on travaille, le type de personnes que l'on fréquente joue beaucoup sur l'orientation. Et autrement, effectivement, il n'y a aucune comparaison entre le Parti communiste et le Front National, puisque le Front National, lui, il se renforce dans le vide organisationnel. C'est pas parce qu'il y a... Donc déjà, donc, il n'y a pas de réseau militant, donc ça c'est vraiment clair. Dans toutes les communes où j'enquête, donc souvent c'est des petites communes entre 3000 et 5000 habitants, il n'y a pas de réseau du Front National. Alors que le Front National est très très fort. Il est largement, donc souvent maintenant là, il est premier à chaque élection présidentielle, et il augmente au second tour. Donc ce sont des communes, voilà, qui sont vraiment... Mais c'est un soutien électoral et c'est pas un soutien militant. Et en général, ils ont une incapacité à présenter des listes aux élections municipales, alors qu'ils sont largement majoritaires dans le corps électoral qui vote. Et parce qu'il n'y a pas de relais, et lorsqu'il y a des candidats, donc au moins il y a des candidats pour les départementales, parce que là c'est plus simple, mais en fait, quand on cherche l'info sur ces candidats, c'est très difficile. Déjà, les électeurs ne les connaissent pas, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas du département. Généralement, ils sont ailleurs pour leurs études, ou où ils travaillent ailleurs, et c'est jamais les mêmes candidats. C'est-à-dire qu'à chaque élection, ce sont de nouveaux candidats, puisque généralement, au Front National, on ne reste pas très longtemps, et il y a un turnover très fort, puisqu'il y a des conflits incessants, donc il n'y a pas de stabilisation même de ceux qui sont extérieurs au territoire et qui se présentent aux élections. Donc ils votent pour Marine Le Pen, ou avant pour Le Pen, ils votent pour la marque, mais pas du tout pour des candidats qui seraient insérés dans la vie locale. Il n'y a pas de réseau, ou alors ce sont des réseaux qui sont informels, donc on retrouve quand même quelques cafés, quelques lieux, et les études montrent, voilà, une association de chasse, une association de loisirs. Il peut y avoir une sociabilité informelle, mais qui n'est pas structurée avec une prise de carte, avec des réunions. Et moi, dans mes terrains, il y a quand même eu une commune, voilà, où un artisan maçon arrivait à constituer une liste aux élections municipales, donc une commune qui vote très fortement au Front National. Et donc là, il y a eu la possibilité, et donc ça c'est intéressant, puisque là on a des catégories populaires que l'on ne voyait plus, qui se présentent aux élections. Et donc ça c'est assez singulier, parce que là on n'est même pas dans les fractions stabilisées des classes populaires, mais on a une grande partie de fractions très précarisées. Des femmes dans les services, des femmes au chômage, et des ouvriers qui travaillent en abattoir et qu'on ne voit pas et par ailleurs. Donc là ce sont des sympathisants. Et donc là c'est assez rare, mais donc ils arrivent à constituer une liste sans avoir vraiment les codes, parce que souvent on se rend compte que même eux n'ont pas voté aux élections municipales, alors qu'ils étaient eux-mêmes candidats aux élections municipales. Ils ont été enrôlés aussi sur ces listes, où souvent ce sont les membres d'une même famille. Donc on voit qu'il y a une absence d'organisation, mais en même temps un lien avec des classes populaires précarisées qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est-à-dire que dans les autres listes municipales, il n'y a jamais ce type de population. Et là, pour le cas que j'ai évoqué, très rapidement, cet artisan maçon, en fait, il est intégré à l'équipe municipale majoritaire, qui est orientée à droite, UDF, RPR à l'époque, et puis les Républicains aujourd'hui. Et donc il est intégré, donc ces catégories populaires précarisées que l'on voit, en fait, on ne les retrouve plus, parce qu'aux élections suivantes, cet artisan maçon soutient la liste majoritaire. Donc en général, il n'y a pas de structuration ni militante ni municipale. Et donc c'est plutôt un vote et une expression très forte liée de rejet dans le vote, et qui se base plutôt sur des images médiatiques. Ça peut être entretenu par des réseaux informels, mais moi ce que je vois, c'est que c'est surtout des campagnes électorales par les médias. Et pour la présidentielle, en réalité, ils votent très très peu pour les législatives et pour les autres élections, et c'est que pour la présidentielle où là il y a une surface médiatique importante, qu'il va y avoir une mobilisation. Et ce qui est assez étonnant, c'est quand même la surprise les soirs de dépouillements électoraux, c'est-à-dire que les élites locales, pour faire simple, mais ça peut être des élites locales de gauche, dans différentes communes où j'ai enquêté, c'est des mairies parti radical de gauche, là avec des socialistes et puis des communistes. Ceux qui sont au dépouillement, c'est-à-dire ce sont les élus sortants, les militants associatifs, les syndicalistes de la CGT, ceux qui sont mobilisés, que l'on retrouve au Secours populaire, que l'on retrouve dans différentes associations, même membres des classes populaires, ce sont eux qui participent aux élections et qui sont là le soir des élections. Ils sont toujours extrêmement surpris eux-mêmes des résultats, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à anticiper, à comprendre
le fait que leurs voisins votent très fortement pour le Front National. Donc c'est une surprise pour les chercheurs et c'est difficile à étudier, mais il faut savoir que pour les habitants, pour les élus, pour les gens qui sont dans les associations, c'est aussi très difficile. Donc ils savent, dans l'entreprise, il y a des propos racistes, il y a mais c'est des fortes têtes souvent, c'est des personnes qui sont assez individualisées, donc à chaque fois, ils sont très surpris du fait que ça fait plus de 50% pour une petite commune, et que c'est décalé par rapport aux élus locaux. Donc c'est pour dire que c'est un processus qui est complexe et qui est un processus beaucoup plus électoral que militant. C'est pour ça que la comparaison avec le Parti communiste est très différente. Parce que le Parti communiste, il y avait une certaine prime, notamment dans les municipalités communistes en banlieue rouge, où on votait pour l'étiquette, pour le maire sortant, mais ça reposait sur un travail de porte-à-porte, sur des réseaux. Le militantisme ne fait pas tout, mais pour le Parti communiste, il permettait de compenser une faiblesse liée à la médiatisation, et ça reposait vraiment sur un tissu militant, et notamment, moi ce que je m'en avance, c'est que ça reposait surtout sur les associations, sur le secours populaire, sur la CGT, sur les associations de locataires. C'était tout un tissu associatif qui était lié au Parti communiste parce qu'ils étaient très forts parce que ce que j'ai dit au début, c'est que la CGT était beaucoup plus importante que le Parti communiste, mais le Parti communiste s'arrangeait toujours pour diriger le syndicat. Et donc, en fait, et c'est pareil pour le secours populaire ou d'autres associations, c'est que dans ces associations, il n'y avait pas que des communistes, mais les responsables étaient communistes. On le savait et ça rejaillissait sur l'image positive des candidats communistes. Pour le Front National, ils ont vraiment essayé parce qu'en fait, leur modèle depuis les années 80, c'est le modèle communiste. Essayer de faire pareil par de la formation, par des associations, ça ne marche pas. Et ils n'arrivent pas. Et la promotion, moi, ce que j'observe, donc je ne travaille pas directement sur le Front National, mais je vois ce qui se passe sur mes terrains, c'est que la promotion de catégories populaires par le Front National, aujourd'hui le Rassemblement national, elle est involontaire. C'est qu'ils cherchent des personnes cultivées, respectables, et cherchent à mettre en avant les personnes les plus nobles de leur point de vue, c'est-à-dire pas des classes populaires. Mais pour constituer leur liste, ils ont beaucoup de difficultés, donc ils vont chercher des classes populaires, y compris des classes populaires instables et précarisées. Mais on voit bien dans leurs dirigeants, des fois leurs dirigeants peuvent mettre en avant leurs origines ouvrières dans les débats, mais dès qu'il y a une sélection et dès qu'il y a des choix, ils cherchent à avoir des cadres politiques respectables, très diplômés, qui ont les codes politiques. Et pas, donc la valorisation des milieux populaires, c'est fort dans la rhétorique, mais sur le terrain, c'est plutôt involontaire. Ça fait une très grande différence aussi avec le Parti communiste, où c'était vraiment quelque chose qui était recherché et qui était stratégique. Et enfin, pour finir, est-ce que c'est pas justement eux qui ont pu, on le verra peut-être là en 2022, mais capitaliser sur le mouvement des Gilets jaunes au final? Et est-ce que les sociabilités ouvrières qu'on a pu voir, notamment les ronds-points, on n'espère pas, mais n'ont pas pu être une matrice de diffusion de leurs idées une fois de plus, qui sont déjà ultra médiatisées par rapport aux idées de gauche? Je ne suis pas sûr parce que c'est vraiment un mouvement qui est vraiment très très divers. Et je trouve que le mouvement, il montre plutôt la fragilité à la fois du Front National et des organisations de gauche, mais pas la force de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire que le Front National aurait pu bénéficier de ça très vite. Il y avait les élections municipales en 2020. Et ça n'a pas marché, il n'a pas pu. Et en fait, on se rend compte souvent que dans les petites villes, par exemple là, souvent il y a plusieurs ronds-points au lieu de mobilisation. Et, et avec une diversité assez forte, avec des ronds-points qui sont plutôt pas tenus par le Front National, mais où des personnes peuvent avoir un discours raciste ouvert, et d'autres où c'est pas légitime, où il y a plus de militants de la CGT, des militants de gauche. Et c'est vraiment très, très divers, et ça met plutôt les organisations face à leur incapacité à s'organiser. Et s'il y a eu, moi je pense, cette mobilisation, c'est parce qu'il y a plein de freins à l'engagement des classes populaires dans les organisations. C'est plutôt ça que ça renseigne. S'ils en viennent à aller au rond-point, c'est qu'il n'y avait plus de lieu, c'est-à-dire qu'ils ne se retrouvaient plus le 1er mai avec les syndicalistes, effectivement que l'entreprise c'est peut-être pas suffisant pour s'organiser, et que la résidence a été délaissée, que le lieu où l'on fait ses courses a été délaissé. Mais je ne le vois pas comme une mobilisation concurrente ou orientée à droite et qui fragilise les syndicats. Mais ça révèle une fragilité. Et notamment, moi j'ai été très impressionné par le fait qu'il y ait beaucoup de femmes et beaucoup de femmes qui prennent la parole. Et en discutant même avec les syndicalistes là, sur mes différents terrains d'enquête, voilà, on se disait que les femmes ont plus la parole là, peut-être même parce qu'il n'y a pas d'organisation, et qu'au fait, dans l'entreprise où il y a la CGT qui est très structurée, au fait,
il y a eu une routine qui a fait que certains cumulent les mandats parce que c'est plus simple et puis qu'en fait, ce sont les hommes qui sont aux avant-postes. Et là, comme il n'y avait pas d'organisation, en fait, ça a donné la parole à des femmes, à des handicapés, à des personnes sans emploi, alors qu'avant, on ne les entendait pas. Donc l'organisation, elle n'est pas que positive pour constituer des ressources pour prendre la parole et militer, mais ça peut être aussi un frein et ça marginalisait des individus que l'on a pu se retrouver là parce qu'ils avaient un moyen de s'exprimer sans structure militante. Et même par rapport à ta question, moi je pencherais plutôt sur l'inverse, c'est-à-dire que très vite, les revendications des Gilets jaunes sur le travail et l'écologie, au fait, elles ont politisé dans le sens plutôt à gauche, et la lutte contre l'immigration, ça a été remis en avant par Macron pendant la mobilisation sur l'identité, c'était quand même très secondaire, et très vite, ils sont allés sur les questions d'inégalité. Ils sont allés aussi, il y avait toujours, voilà, sur le côté coupure indépendant salarié, je pense que ça a reconfiguré pas mal de choses, alors qu'il y avait un rejet un peu mutuel. Il y a des indépendants qui ont fréquenté des salariés lors de ces mobilisations, des petits patrons qui ont fréquenté des salariés. Donc je pense que plutôt qu'il y a eu des rencontres positives, ça a été positif pour les syndicalistes aussi. Ceux qui ont osé, parce que c'était pas évident au départ, c'est vrai tout le monde s'est posé la question, mais ceux qui ont osé aller sur les ronds-points et puis après à s'insérer dans la mobilisation, ils ont fréquenté des personnes qui ne fréquentaient plus, et donc ça a permis pas mal de synergies qui sont très positives pour les militants locaux, qui ont été quand même au départ désabusés, parce que moi je l'ai vu sur mes terrains, en fait, mes militants, entre guillemets, ceux que je suivais, ils étaient très rétifs, parce qu'ils ont dit, mais nous on se mobilise à chaque fois, on fait la manif du 1er mai, on fait grève, on n'a jamais de marque de solidarité, et maintenant, les mêmes qui se mobilisent jamais avec nous, qui nous montrent pas de soutien, ils se mobilisent et ils nous demandent de venir sans nos étiquettes. Et donc après, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y a des populations qui ne touchaient plus et qui a intérêt plus à s'ancrer sur le territoire. Et notamment pour les syndicalistes, je pense que la question des unions locales et de l'organisation du syndicalisme sur des bases territoriales et pas que professionnelles, elle est importante. Il faut arriver maintenant à s'organiser aussi à l'échelon de sites, de communes, où l'on travaille et où l'on réside, parce que c'est trop difficile et compliqué pour certains de s'organiser dans l'entreprise. Donc ça a peut-être été positif dans les deux sens, et ça a peut-être aussi fortement politisé sur des revendications, parce que quand on regarde les revendications au final, ce sont des revendications très liées aux revendications classiques du mouvement ouvrier. Eh ben, c'est bien le moins qu'on puisse espérer, en tout cas que ça remobilise un peu les classes populaires. Espérons dans un sens positif et progressiste, si je peux employer le terme. Merci beaucoup, Julien Michy. Merci à vous.